Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, nous recevons Floriane Tombelle, directrice de production associée de 400-700 Films. 400-700 Films est une agence de production audiovisuelle basée à Lille et je suis sûre que vous avez tous vu la qualité de leur travail car ce sont eux qui m'accompagnent sur la réalisation du projet du Talk de Cassandre. Racontez vos histoires, sublimez votre marque, dévoilez vos produits. Floriane et Antoine vous accompagnent pour toutes les productions audiovisuelles de votre entreprise. Alors sans plus tarder, accueillons notre experte qui, je suis sûre, a une multitude de choses à nous apprendre aujourd'hui. Bonjour Floriane. Salut Cassandre. Ça va? Très bien et toi? Oui, ça va, merci. Je suis contente que tu aies osé franchir le cap et d'être pour une fois non pas derrière, mais devant la caméra avec moi aujourd'hui. Sacré challenge. Je suis sûre que tu vas le relever avec brio, je n'en doute pas. J'avais envie toutes les deux qu'on aborde le sujet de la vidéo comme outil de communication événementielle pour les entreprises. Notoriété, engagement, émotion, enfin voilà, il y a plein d'avantages à la vidéo et c'est vrai que c'est très prisé dans les stratégies de communication pour les entreprises. Tout à fait. Donc, avant d'aborder tous ces petits points-là ensemble, question toute basique pour commencer, te mettre en confiance. Qui es-tu? Eh bien, comme tu l'as dit, je suis Floriane et pour resituer un peu mon parcours, j'ai commencé par un BTS audiovisuel à Jean Rostand où j'ai fait l'option montage. J'ai ensuite travaillé 10 ans en agence. D'accord. D'abord en tant que monteuse, puis en directrice de projet formation digitale et live streaming. Ok. Et depuis 2 ans, je suis chez 400-700 Films en tant que directrice de production associée. Donc, je conseille et j'accompagne les clients dans la réalisation de leurs films corporate, institutionnels et d'abord événementiels. Mais je crois qu'on va revenir plus en détail là-dessus. Je crois aussi. Justement, qu'est-ce qu'une vidéo dite événementielle selon toi? Alors, en fait, pour moi, la question, elle est peut-être même de se dire comment on intègre la vidéo dans un événement et comment la vidéo devient partie prenante en fait, de l'événement comme beaucoup d'autres supports tels qu'un PowerPoint, comme les discours, les conférences qu'on peut y mettre. Et on est bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup de préparation à un événement, il y a beaucoup d'avant. Il y a l'événement en tant que tel, donc le pendant, et puis il y a effectivement comment on fait perdurer un peu cet événement dans la suite, dans le temps. Et pour moi, la vidéo, elle s'intègre dans ces différentes parties temporalité autour d'un événement. Bah justement, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire et si ça te va, je propose qu'on fasse comme ça, qu'on fasse ensemble le chemin, le parcours en amont, pendant, après un événement. Comme ça va nous permettre de voir un petit peu tous les formats, tous les messages parce que j'imagine qu'il y a plein de choses possibles. Donc si ça te va, on est avant un événement. Soyons avant. Allez. Voilà, il faut promouvoir l'événement. Quel format tu recommanderais? Quel type de vidéo? Alors, on fait avant l'événement, ça va être, comme tu l'as dit, de promouvoir, de donner envie aux gens de participer à l'événement et donc on va avoir différentes possibilités. Il y a évidemment le ou les teasers autour de l'événement, donc c'est un peu le format bande-annonce, avec autant de pluralité de tonalités que des bandes annonces cinématographiques telles qu'on les connaît même si on est hors audiovisuel. Donc là l'idée ça va être de teaser l'événement, de donner juste ce qu'il faut d'informations pour que les personnes se disent tiens j'ai envie d'y participer. Mais il n'y a pas forcément que ça non plus. On peut très bien envisager par exemple des décomptes. On va dire on va se prendre quelques semaines ou mois selon l'ampleur de l'événement aussi pour teaser l'événement et donc on va dire on est à J moins autant, on est à H moins autant et donc on fait monter un peu la sauce comme ça juste avant l'événement. Mais on peut très bien aussi se dire dans le cadre d'une convention, d'un séminaire, il va y avoir plusieurs intervenants, parfois internes à l'entreprise, parfois externes. Parfois, il y a des interventions qui vont se faire en même temps. Et donc, on peut jouer un peu la compète comme ça en disant on va faire pitcher nos intervenants. Ok. On va leur laisser 30 secondes de vidéo pour donner envie de faire venir dans leur atelier et pas celui du voisin qui est en même temps.
Et on peut tout à fait faire des vidéos sur les infos pratiques, sur le planning de l'événement également. Tout ce qui va en fait participer à donner de l'information et à donner envie aux gens de participer. Ok, donc parfait, le jour J arrive. Les premiers participants sont présents. J'imagine que dans tout ce qui est pendant l'événement, on va avoir différents points à aborder. Il y en a un que j'avais envie d'aborder parce que forcément, on l'a tous connu récemment avec la période de Covid. On était vachement dans les lives, dans les duplex. Peut-être qu'on peut déjà commencer par cette partie-là avant d'aborder les autres points. Tout à fait. C'est vrai que le format live, il existait évidemment bien avant la Covid, la pandémie, etc. Mais il a littéralement explosé. C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'étais à un moment dans l'agence dans laquelle je travaillais, on avait effectivement cette ressource-là qu'on pouvait mettre à dispo. Et je ne sais pas, peut-être on en faisait 1 ou 2 par mois. Et on est passé à parfois 3, 4, 5 par semaine, parfois plusieurs par jour, parce que l'information devait circuler, mais on n'avait plus la possibilité de rassembler les collaborateurs dans les entreprises dans un endroit, dans un ici et maintenant en fait. Aujourd'hui, il y en a toujours, je pense, alors je ne suis plus 100% dedans, mais il y en a encore. Mais il y en a encore. Mais aujourd'hui, on garde cette dimension live, mais c'est une hybridation en fait. Ouais. C'est l'événement hybride tel qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vient ramener du live dans un événement physique. Comment on le fait? Notamment par le duplex, où on va se connecter avec un autre studio qui est à distance, quand par exemple on veut faire intervenir une personne qui n'est pas physiquement disponible le jour de l'événement. Pour moi, ce format-là, il est intéressant quand on est dans le cadre d'une interaction avec le public. C'est-à-dire que pour moi, et je vais te faire une super transition, s'il n'y a pas d'interaction avec le public lors d'un duplex, autant faire simplement une vidéo. Ok. Et justement, donc, tous nos participants sont là, tous nos intervenants de près ou de loin sont aussi maintenant présents. Ils vont avoir besoin, les intervenants, de mettre en image, peut-être par la vidéo, justement, leur contenu. Qu'est-ce que tu recommandes à ce niveau-là? Alors, justement, il y a plein de possibilités et c'est hyper intéressant d'utiliser la vidéo dans un événement parce que, admettons que la personne n'est pas disponible physiquement, mais également en simultané. Elle n'est pas disponible sur le créneau de l'événement. Mais c'est important qu'elle participe. Peu importe, c'est un directeur général, c'est un kick-off d'un projet, il a envie de montrer qu'il a de l'intérêt pour le projet, mais il ne peut pas forcément faire le déplacement, il n'est pas disponible à ce moment-là, à cet instant-là. Pourquoi pas faire, pour le coup, une prise de parole en vidéo qu'on enregistre en amont de l'événement, mais qu'on diffuse le jour J. Et évidemment, selon l'objectif de la vidéo, on va pouvoir ajuster le ton. Est-ce qu'on fait un truc un peu humoristique, motivant, etc. Est-ce que on est plutôt solennel? La durée, est-ce que c'est finalement, on lance l'événement, on a une prise de parole de quelques minutes en début d'événement, ou est-ce qu'il faut quelque chose d'un peu plus institutionnel, un peu plus installé, parce qu'il y a de l'ordre des détails à donner, etc. Enfin bref, tout ça, on peut l'utiliser et on peut l'ajuster selon ce qu'on veut faire dire aussi à cette personne qui n'est pas là. Mais en fait, la vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut servir à plein d'autres choses. Ouais. Ça veut dire qu'on peut très bien se dire, on a des collaborateurs qui sont là, on a ouvert des magasins, et donc on veut leur montrer un ou plusieurs magasins. On a un magasin pilote, on va le filmer pour le présenter. On n'est pas obligé de faire déplacer 300 personnes dans le magasin. Pareil pour une usine ou un entrepôt, des choses comme ça. Toutes les petites innovations qu'il y a pu y avoir, etc. Tout ce qui peut être de l'ordre de la bonne pratique, on peut très bien le diffuser lors d'une vidéo dans l'événement. On peut aussi l'utiliser pour présenter de nouveaux produits. C'est-à-dire que ça va être intéressant de ramener le produit sur scène, mais peut-être que là, on va être plus dans de la démonstration auprès du public, alors que dans une vidéo, on peut commencer à montrer des arguments, un processus de fabrication, etc. Au public. On peut très bien utiliser également tout ce qui va être témoignages, interviews de collaborateurs, mais d'inconnus aussi. Par exemple, pour tester la perception d'une marque, on fait un micro-trottoir, on interviewe 10, 15 personnes qui passent et on leur demande qu'est-ce que vous pensez de telle marque, de tel service, etc. Et puis on capte un peu des choses et ça vient redonner un peu de la donnée justement aux collaborateurs. Et donc voilà, on peut faire... Il y a plein de choses en fait. Plein de choses, c'est quasiment infini. Et dans l'événement, la vidéo, elle starifie un peu le contenu. Parce que forcément, alors évidemment, quand quelqu'un vient sur scène, il y a les jingles, la musique, la lumière, etc. Mais la vidéo, il y a un côté, on se retrouve un peu comme au cinéma. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la starification, un petit peu de ce qu'on va dire.
Ça permet aussi de changer un peu du rythme. On a le speaker qui donne la parole, qui revient de la table ronde. La vidéo, ça a quelques minutes aussi, un peu, où on peut... Transition. Voilà, c'est autrement. Et ça permet en fait d'augmenter ton événement. Comme je disais tout à l'heure, tu n'es plus obligé de déplacer 300 personnes dans un autre endroit. En fait, on est au-delà de l'ici et du maintenant. On peut être ici mais ailleurs en même temps ou à un autre moment et ça bouscule un peu les codes de la géographie, de la localisation et de la temporalité aussi. Alors, il y a un autre format, moi, que j'aime beaucoup et j'aimerais bien que tu nous en parles, c'est le tourné-monté. Ouais. Je trouve ça sympa parce que c'est encore autre chose, une autre manière de vivre la vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, le nom nous donne déjà quelques informations, mais en effet, le tourné-monté, moi, c'est un format que j'affectionne particulièrement dans la partie, dans la partie événementielle de notre métier en vidéo, parce que c'est vraiment un exercice... déjà qu'il y a un peu de haute voltige pour les équipes, c'est clair. Parce que finalement c'est un peu s'enfiler. Tout à fait. Quelque chose. Alors je vais donner la définition parce que je l'ai pas donnée, mais en gros c'est on tourne sur l'événement, généralement au minimum une journée, mais parfois c'est sur 3, 4, 5 jours, ça dépend. Et à certains moments où en clôture de l'événement, on diffuse un film qu'on aura monté dans la nuit ou dans la journée en parallèle pour refaire un petit récapitulatif ou d'autres choses de l'événement qui vient de se passer. C'est une typologie de contenu qui est assez complexe et avec une forme de... il n'y a pas trop de filet. On a une deadline qui est hyper proche. Courte. On est quasiment sur du direct, du monté en direct. Et donc, moi, c'est un format que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait vraiment un effet hyper surprenant pour les participants. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce moment, moi j'assiste... alors je suis un peu superstitieuse, donc je regarde un peu, mais de loin, parce que j'ai un côté à me dire oh là là, je regarde et en même temps c'est mon montage quand c'est moi qui le fais, etc. Donc je regarde un peu d'un œil. Mais en tout cas, je trouve que souvent les gens, il y a cet effet de pendant quelques secondes, ils ne captent pas tout de suite que c'est l'événement qu'ils viennent de vivre. Et le incroyable. moment où ils on se dit en fait ça c'était hier ou c'était ce matin, et je trouve que du coup il y a vraiment ils sont habitués à être filmés souvent sur les événements, mais le fait de redécouvrir quasiment en direct ce qu'ils ont vécu pendant la journée ou quelques jours, et ça leur donne vraiment un grand sourire, quoi. Et puis ça bat le faire tant qu'il est chaud, et c'est vraiment très chouette. Ouais, c'est un super format. Et donc maintenant, l'événement est terminé. Ils ont vu le reveal du tourné-monté. Ouais. Et après l'événement, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Après l'événement, on a le classique after movie. Donc qui s'apparente au tourné-monté, qui peut, l'un peut fonctionner sans l'autre aussi. On peut faire un tourné-monté sans after-movie, comme on peut faire un after-movie sans tourné-monté, évidemment. Mais... Donc on tourne des images pendant l'événement et on en fait un montage généralement dans les 48 heures, voire des fois c'est une semaine après. Ça dépend aussi de la communication qui est prévue, mais en tout cas, c'est un format de quelques minutes qui retrace et qui retranscrit un peu l'ambiance de l'événement. En général, pendant l'événement, on en profite pour capter... des interviews. Tant qu'on a des collaborateurs qui sont sur place, ça nous permet de venir un peu, capter des sensations, des ressentis, des idées, parfois sur l'événement en tant que tel, mais parfois on profite de juste avoir des gens pour répondre à des questions pour de la communication externe, interne, pour les services qui sont concernés, qui nous missionnent un peu là-dessus. Donc on peut très bien se dire, par la suite, on diffuse certaines des interviews pour des contenus plus spécifiques. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans tous ces contenus-là, il y a certes retranscrire l'événement, mais on peut aller plus loin. Et si tu le veux bien, je garde un peu de mystère sur tout ce qu'on peut faire. Wow. Mais il y a d'autres usages, entre guillemets, que juste retranscrire ce qui s'est passé de façon clippée, assez simpliste. Alors, j'ai peut-être une petite idée, le replay. Parce que, alors tu en parles en introduction, si on ne peut pas, par exemple dans le cadre s'il y a plusieurs ateliers, on ne peut pas participer à tous, peut-être que les participants aimeraient quand même voir ce qui s'est passé dans les autres ateliers. Le replay va peut-être leur permettre de voir tout ça. Tout à fait. En fait, c'est même encore un autre contenu audiovisuel qu'on peut mettre à disposition par la suite. C'est effectivement, dès qu'il y a du discours, des conférences, des interventions,
À partir du moment où tout le monde est OK sur le principe, on capte et on remet à disposition. Ça permet effectivement pour les gens qui n'ont pas pu participer à l'événement ou qui ont dû faire un choix à un moment et qui se sont dirigés vers un atelier et pas un autre, de quand même avoir la possibilité d'accéder au savoir, à ce qui a été dit, etc. Mais c'est aussi, au-delà de ça, finalement, on ne peut pas toujours inviter tous les collaborateurs d'une entreprise et donc de dire, pour ceux qui n'ont pas pu être là, ils ont quand même la possibilité de visionner les conférences qui ont été données et d'accéder aussi à ce niveau de savoir et de transmission qui a pu se faire pendant l'événement. Tout à fait. Donc là, on a vu les 3 phases de l'événement. Ouais. Tu as donc vécu l'événement, tu repars donc avec tous tes petits rushs et on va passer, pour toi de ton côté maintenant, à tout ce qui est partie DA, donc direction artistique. J'ai plusieurs questions à ce sujet. Déjà, une question qui peut intéresser, c'est comment choisir l'agence audiovisuelle qui va nous accompagner? Alors, on est nombreux, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent aux clients ou à la personne qui est en charge justement de choisir. Et c'est pas toujours évident. Parce si on n'est pas forcément très habitué ou parce que la personne avec qui on a l'habitude de travailler n'est pas disponible, etc. Et c'est vrai que moi je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour bien choisir, ou en tout cas pour choisir du mieux possible. La première chose, c'est questionner son réseau. Bien sûr. Je pense qu'on connaît tous des gens qui ont déjà dû faire appel à des prestataires pour faire ce type de contenu, tout en gardant l'esprit ouvert dans le sens où ce qui a été pour quelqu'un n'est pas forcément ce que toi tu vas rechercher. Donc je pense qu'il faut garder aussi une forme d'ouverture d'esprit et d'entendre un peu, d'avoir 1, 2, 3, 4 personnes avec qui tu échanges. Voir aussi ce que les personnes font. Parce que, en fait, tu peux avoir autant de talents et autant de pattes un peu différentes. Et donc, finalement, ce qui va, encore une fois, convenir à l'un ne te conviendra pas forcément à toi ou à ce que tu as envie de faire. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est de savoir ce que tu as envie, savoir bien quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu vas chercher. Typiquement, est-ce que tu veux quelqu'un qui va être hyper, autonome, qui va savoir à qui tu vas pas avoir besoin de donner grand-chose, qui va te faire quelque chose dans lequel tu n'as pas besoin de vraiment être derrière en mode réalisation. Ou est-ce que tu veux au contraire quelqu'un qui va respecter ce que toi tu veux un peu au pied de la lettre et qui va accepter du consensus, etc. Ça fait partie des petites choses importantes aussi, d'être bien au clair sur ce que toi tu as envie. Et pour moi, quand même, la troisième et la plus importante, c'est le feeling, en fait. C'est clair. Je veux dire, après, tu te sens bien avec quelqu'un, moins bien avec quelqu'un d'autre. Le choix est fait. Le choix est assez fait et l'intuition se trompe rarement. C'est clair. Donc, j'ai envie de dire, si tu te sens bien avec quelqu'un, il faut essayer. Tout à fait. Alors, autre question un petit peu différente cette fois-ci. Sur les réseaux sociaux notamment, la tendance en ce moment veut le sous-titrage de toutes les vidéos. Est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce que tu recommandes? Enfin, quel est un petit peu... et le pourquoi du comment de cette apparition du sous-titrage? Écoute, moi je suis assez sensible au sous-titrage parce que je pense que c'est quelque chose qui rend accessible des contenus notamment aux personnes malentendantes. C'est vrai. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important, que je propose systématiquement aux clients. Il y a même des clients pour qui c'est une politique interne, c'est une obligation. On doit mettre à disposition des contenus qui sont sous-titrés pour que ce soit 100% accessible. Et même finalement, au-delà des vidéos qu'on va diffuser sur des réseaux ou peu importe où, même dans le live, et parce qu'il existe en fait des solutions assez simples et accessibles, et je pense notamment à la Vélotipie qui est du sous-titrage en direct. Tout à fait. Et j'en profite pour saluer Sylvia et Lauriane de Voxet Direct, avec qui j'ai énormément travaillé et qui sont formidables, qui font un vrai travail d'accessibilité et notamment des sujets en live pour toutes les personnes qui souhaitent accéder à ces contenus-là, et je pense que c'est important, personnellement. Trop bien. Et alors, on peut avoir une idée de base, par exemple, je viens te voir et je te dis je souhaite tel type de format, etc. Et finalement, je me rends compte après l'événement que finalement, pour ma communication sur les réseaux, c'était peut-être un autre format qui m'intéressait. J'imagine qu'il faut quand même essayer de poser les bases en amont, de réfléchir au format, au message. C'est quand même hyper important. Oui, mais alors en fait c'est surtout, on sait qu'aujourd'hui au niveau des canaux de diffusion, il y a plein de différences.
Il y a plein de possibilités, effectivement. Est-ce qu'on passe sur un post? Est-ce qu'on passe en reel? Est-ce qu'on passe en story? Est-ce qu'on passe en bannière? Il y a plein de choses. Et les formats ne seront pas les mêmes. Et les formats ne sont pas les mêmes. Évidemment que forcément, quand tu passes en story ou en post, là, tu vas avoir du carré, du 16/9, tu vas avoir du portrait, du paysage, etc. Même dans la durée. Et effectivement, et la durée, c'est-à-dire qu'au-delà de la résolution du film, tu as aussi cette durée. Je veux dire, tu ne regardes pas une story pendant X minutes, alors que finalement, une vidéo sur YouTube qui est postée, bah, tu vas passer plus de temps, ou en tout cas, tu es plus disponible pour regarder un sujet plus long. Donc, en effet, plus on le sait à l'avance et plus c'est cadré, plus les déclinaisons sont simples à effectuer aussi à la suite du montage d'un ou plusieurs films master. Ouais. Bon, j'avais envie de terminer avec une question peut-être un petit peu plus provoque. Ok. En tant qu'organisatrice d'événements, donc avec mon agence aujourd'hui, souvent j'ai cette discussion avec mes clients de savoir si on fait photographe, vidéaste, est-ce qu'on fait les deux? Quel est ton avis? Je ne vais pas rentrer dans le débat, Cassandre. Non, en fait, en plus j'ai trop de potes photographes, donc ça serait vraiment mal vu, tu vois. Non, en fait, je pense que effectivement les objectifs ne sont pas les mêmes. Forcément, la question ne se pose pas de est-ce que je prends un photographe ou un vidéaste. C'est plus qu'est-ce que je veux en fait en finalité derrière. Est-ce que je veux de la photo? Pour moi, la photo, elle a un rôle de suspendre un peu le mouvement, de le figer, de capter quelque chose qui s'est passé. Forcément que c'est hyper utile derrière pour faire des albums, des impressions, plein de possibilités derrière avec la photo. D'un autre côté, la vidéo, forcément, il y a le mouvement. En plus, on a cette chance d'avoir le son aussi, quand même, de la musique, des interviews, comme je disais tout à l'heure, où on peut vraiment venir chercher du contenu sonore. Et il y a quelque chose de l'ordre de faire durer un peu ce temps. Là où la photo fige, pour moi, la vidéo, il y a un côté où tu revis les choses de façon infinie, entre guillemets. Et donc, j'ai envie de te dire, choisir, c'est renoncer, ne choisis pas et prends les deux. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. J'aime bien ton avis sur le sujet. Du coup, je pense qu'au vu de la période, là, les fêtes de fin d'année approchent, on est en plein dans la préparation des événements de fêtes de fin d'année. Donc, je vous recommande vivement l'agence 400-700. N'hésitez pas à les solliciter. Je pense que tu as plein de choses à proposer. Plein d'autres idées que tout ce qu'on a pu déjà évoquer là maintenant, mais en tout cas, c'était déjà super intéressant, enrichissant de pouvoir aborder tous ces sujets-là, donc top. Merci beaucoup. Je sais. Alors, quand je t'ai demandé du coup de faire un talk avec moi, tu m'as dit « Ah, mais je sais que tu vas me poser la dernière question ». Et moi, je voulais pas savoir ta réponse avant de le faire, donc maintenant, j'ai hâte de la découvrir. Mais la pression. Floriane, quel est l'événement auquel tu rêves de participer? Alors Cassandre, dis-moi tout. Effectivement, elle est hyper difficile cette question, je trouve. Et depuis la première saison des Talks, ça me travaille quand même. Et alors, il faut que je t'avoue un truc, c'est que je suis une très grande fan et une groupie quasi de Damon Albarn, le chanteur de Gorillaz, Blur, entre autres, que j'ai vu plusieurs fois en concert. D'accord. Et là, je me suis dit, je pense que vraiment ce qui me ferait rêver, c'est de le voir en concert, mais côté backstage. Et là, vraiment, ça, ce serait le kiff. Donc, Damon, si tu passes par là, un petit pass VIP backstage serait vraiment bienvenu. J'espère qu'il regarde tes talks. J'espère aussi. Ah bah écoute, celle-là, je m'y attendais pas, mais pourquoi pas, je te le souhaite en tout cas fortement. Je te dis pas au revoir puisque j'ai encore besoin de toi quand même à mes côtés pour la fin du tournage. Mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et puis encore une fois, n'hésitez pas, 400-700, Floriane à votre disposition. Merci beaucoup Cassandre pour l'invitation, c'était chouette. Avec plaisir, merci. C'était le talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. N'hésitez pas d'ici là à liker, à commenter et aussi à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt.